Vous avez des gens qui parlent d'un mythe du mensonge du nuage de Tchernobyl, qui aurait pris une deuxième jeunesse avec l'incident dans l'usine du Brisol, avec certains qui vous certifient, comme là, le Parisien, que en 1986, aucun ministre, aucun scientifique, ni aucun journaliste n'a jamais déclaré ou écrit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Ce en quoi ces articles se contredisent, puisque dans l'article du Point, on nous dit que c'est suite aux inquiétudes du public par rapport aux mesures qui sont prises en Allemagne qu'un journaliste ironise alors, tout se passe comme si le nuage s'était arrêté à la frontière, le mythe est né. Ah bon, alors il y a manifestement des interprétations différentes sur ce qui s'est passé à l'époque. Donc, le 26 avril 1986, en Ukraine, qui est encore en Union soviétique à l'époque, à Tchernobyl près de Kiev, un réacteur nucléaire explose en pleine nuit, suite à des essais qui ont mal tourné. Certains d'entre vous ont peut-être découvert tout ça à travers la série Tchernobyl. Le cœur du réacteur est en fusion, le bâtiment est éventré, il y a d'énormes rejets radioactifs dans l'atmosphère, et donc un panache de particules qui va rapidement s'étendre sur toute l'Europe. D'abord par la Scandinavie, d'ailleurs c'est la Suède qui va s'en apercevoir le 28 avril et alerter les autres pays européens, en interrogeant l'URSS sur l'origine de cette radioactivité, et ce n'est donc que le 28 avril au soir que le Kremlin à Moscou révèle qu'il y a eu un accident nucléaire dans une de ses centrales. Le panache porté par les vents et par les nuages va se répandre sur toute l'Europe, et toucher la France le 1er mai, rester le 2, et puis seulement sur l'Est et la Corse le 3, mais avec des pluies qui vont donc déposer les radionucléides au sol et le contaminer. La vidéo et les documents que je vous montre là proviennent de l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce sont donc des experts du nucléaire et c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc ce sont des données officielles, pas des données produites par des associations écologistes qu'on pourrait soupçonner d'être partisanes. Et donc, en 1986, comment la population a-t-elle été informée en France? Alors attention, pour bien comprendre la situation, déjà, il faut vous replonger dans le contexte de l'époque. Donc pour s'informer, il y avait les journaux papier, une parution par jour, les journaux télévisés, un le midi, un le soir, et la radio qui est encore finalement le média le plus réactif. Je le précise parce que, en particulier, si vous êtes né après tout ça, vous pouvez très bien être biaisé dans votre façon de relire les événements si vous n'avez pas intégré cette donnée. Alors, eh bien, en France, cette année-là, jusqu'au 30 avril, on n'a aucune info tangible, à part qu'un panache radioactif s'épand en Europe, voilà. Et le mercredi 30 avril, au soir, sur Antenne 2, JT spécial en direct de la centrale de Saint-Laurent. Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. Voilà, donc vous voyez, il y a un gros panneau stop sur la frontière, là. On est en télévision, on sait la force de l'image et du symbole, c'est pas pour rien si c'est ça qui est resté dans l'inconscient collectif pendant des décennies. Et c'était hyper naïf comme représentation, le panneau stop magique qui arrête les nuages. Dans la mesure où on n'avait aucune certitude que ça allait se passer comme ça. Alors, certes, il y a une précaution orale pour indiquer que ce ne sont que des prévisions météo, et pour préciser que ce que la météo affirme, c'est bien le terme, il n'y a pas de conditionnel, n'est valable que pour 3 jours. Mais le souci, c'est qu'on l'a vu sur l'animation de l'IRSN, en fait de prévision à 3 jours, c'est dès cette nuit-là que le panache va griller le stop. Donc, voilà la situation à midi, le 1er mai. Et voilà ce qu'on entend au même moment au journal de 13h sur Antenne 2. Ce matin, le service central de protection contre les radiations ionisantes a annoncé une légère hausse de la radioactivité atmosphérique, non significative pour la santé publique, dans le sud-est de la France et plus spécialement au-dessus de Monaco. En Europe, les masses d'air humides des perturbations dues à la dépression du golfe de Gênes étaient bloquées par les hautes pressions situées en France. Mais cette situation évolue. Sur cette photo, sur la photo que vous allez voir dans quelques instants, cette photo infrarouge prise ce matin à 5 heures par le satellite Météosat, on se rend compte que l'anticyclone est en train de se déplacer vers le nord-est. Et c'est là que réside le risque. Les masses d'air tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, on peut craindre des retours d'est, d'air chargé de radioactivité. Heureusement, en ce moment, les vents sont faibles, voire nuls en certains endroits, ce qui veut dire, et ça c'est une chance pour nous, que l'air pollué n'avance que très lentement. En réalité, à ce moment-là, le panache, il est déjà sur tout le pays.
Bon, mais le 1er mai est férié, il n'y a pas de parution de journaux papier, mais du coup, vu qu'il n'y avait pas d'internet, ce qu'on a vu là, en gros, c'est à peu près les seules infos du jour pour le grand public. Et à l'époque, il y a un organisme qui s'occupe de faire les mesures de radioactivité sur le territoire, c'est le SCPRI, qui dépend du ministère de la Santé. Voilà ce qu'il avait annoncé le 30 avril au soir. Sur certaines stations du Sud-Est, légère hausse de la radioactivité atmosphérique non significative. Et le 1er mai au soir, nouveau communiqué du SCPRI après le passage du panache, qui indique cette fois, sur l'ensemble du territoire, un alignement de la radioactivité atmosphérique sur le niveau relevé le 30 avril dans le Sud-Est. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des communiqués laconiques, il n'y a aucune mesure précise, juste des qualificatifs non significatifs, sans aucune incidence, et ce sera souvent ça par la suite. Même quand il y aura des données chiffrées plus tard dans le mois, ce sera des valeurs moyennes, sans préciser les lieux. Toujours très interprété, avec peu de détails. Bon, le vendredi 2 mai, c'est le pont, mais les journaux sont de retour. Ils reprennent ces infos. Pas de panique, donc. Et le 2 mai, on invite dans le JT le professeur Pellerin, président du SCPRI, qui a l'avantage d'être surtout le seul représentant des autorités à s'exprimer sur le sujet, parce que du côté des ministres, c'est le mutisme total. Et il y a un moment où il est interrogé sur la radioactivité en Scandinavie, c'est intéressant à écouter. Et maintenant, c'est redescendu à moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. Et là, donc, ce fameux refrain que l'on connaît bien et dont on a déjà parlé. Le 5 mai, Le Monde publie des cartes communiquées par le SCPRI, un peu vagues, mais qui font état du passage du panache. Par contre, le 6 mai, le ministère de l'Agriculture publie un communiqué complètement à contre-courant qui indique que le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides. Donc là, bon, c'est pas un panneau stop, c'est l'éloignement qui a fait qu'il n'y a pas eu de retombées. Mais pour ceux qui ont suivi les infos du SCPRI, ça devient difficile à comprendre, surtout que le 5 mai, puis le 6 mai, le SCPRI a publié 2 communiqués où il parle du taux d'activité du lait en iode 131, qui serait monté un peu le 5, mais sans risque, et qui diminue le 6. Donc s'il y a eu un impact sur le lait produit, c'est bien qu'il y a eu des retombées. Alors pour ajouter à la confusion naissante, on va commencer à observer de la méfiance sur les zones frontalières justement, où on remarque qu'à quelques kilomètres de là, il y a un principe de précaution qui est appliqué. De ce côté-ci, c'est la France, et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne, et la salade est jugée dangereuse pour la consommation, car trop chargée en particules radioactives, elle est par conséquent interdite à la consommation. Et ça, il y a aussi un journaliste du Figaro qui est décrit, samedi 10 mai, page 8, dans un article intitulé « La France reste calme ». Curieuse radioactivité que celle échappée du réacteur de Tchernobyl, elle est suffisamment intense pour créer un climat de panique à Kiel en RFA, où les salades sont retirées des étalages, mais ne parvient pas à franchir le pont qui, au-dessus du Rhin, mène à Strasbourg, pourtant distant de moins d'1 kilomètre. Et c'est à ça que faisait référence Géraldine Nostner dans l'article du Point. Voilà, donc si vous cherchiez qui l'a dit, qui l'a écrit ou qui l'a montré à l'écran, je crois que là on commence à en avoir des idées assez précises. Et c'est le reflet de ce qui s'est passé ces jours-là, quand l'opinion publique a commencé à réclamer un peu de clarification. Quelle était exactement la situation, quels étaient les chiffres précis qui exonéraient la France du principe de précaution appliqué dans les autres pays. Alors, le 10 mai au journal, pour savoir, on invite qui ? Le professeur Pellerin. Si vous vous accusez à longueur de journée de bloquer l'information, c'est faux, et je vais en apporter la preuve. Mais vous allez la donner 15 jours après. Le problème avec les becquerels, c'est que le coefficient de passage n'est pas de 100, mais de 27. Un becquerel, c'est 27 picocuries, c'est-à-dire 27 millièmes de milliardième de curie. Bon, alors personne n'a rien compris. Le becquerel, c'est une désintégration par seconde, et puis c'est tout. Bon, le becquerel, c'est une désintégration par seconde. Mais non, mais c'est pas la peine de ramener à l'ancienne unité qui était le curie. La plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en curie, je continue à parler en curie. Bon, alors si tout le monde parle en becquerel et que vous parlez en picocurie, alors déjà qu'on n'y comprenait pas grand-chose, là, on est complètement perdu. En France, nous sommes montés là à 400 dans certains points. 400 fois supérieur à la radioactivité. À ce que nous avions avant. Ouais. Ça, c'est les chiffres qu'on découvre aujourd'hui. Voilà. Et suite à ces échanges, le ton s'est durci dans les médias. Le 12 mai, Libération titre carrément « Le mensonge radioactif », en estimant que les chiffres qui ont été enfin révélés contredisent les informations rassurantes qui avaient été données au moment du passage du nuage par la SCPRI.
Et un peu de mauvaise foi parce que le même journal les avait bien publiés à l'époque. Mais c'est pas le seul dans ce cas, et c'est là où on voit que ce n'est pas qu'une question purement politique, puisque le Figaro, qui est du bord opposé à Libération, fait exactement les mêmes reproches à la communication des autorités, et a quand même un sentiment généralisé. On nous a menti. 15 jours après la catastrophe, et des déclarations contradictoires, nous apprenons en France que le nuage n'a pas épargné l'Hexagone, et que les retombées d'iode radioactif notamment, ont été plus importantes qu'annoncées sur toute la France. Le service de protection contre les rayonnements indique des taux maximum de 360 becquerels par litre, alors qu'on nous annonçait il y a une semaine que jamais ces taux n'avaient dépassé 200. D'autres chercheurs confirment aujourd'hui ces taux, malgré tout pas dangereux. Compte tenu des niveaux qui ont été détectés dans l'air par les organismes spécialisés, il est peu probable que les niveaux que nous allons retrouver dans le lait augmentent et qu'ils atteignent des doses maximales admissibles. Ce silence, ce mensonge pose un vrai problème, le pouvoir du nucléaire en France. Vous êtes ministre de l'Environnement, Monsieur Carignan, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi n'a-t-on pas dit que la radioactivité va augmenter, tout simplement? Alors déjà, les instruments de mesure ont diffusé tous les jours, depuis le 28 avril, tous les jours en fin de soirée, vers minuit, les services professeur Pellerin ont diffusé les chiffres. Ça, c'est pas exact. On l'a vu dans les infos publiées les premiers jours, il n'y avait pas de chiffres. Et puis, samedi, enfin hier exactement, le professeur Pellerin a pu présenter une carte qui est la première carte coordonnée du taux de radioactivité publié par un pays européen. Hier, 15 jours après. Ah non, mais quotidiennement, les chiffres ont été publiés. Alors comment expliquez-vous que les Français ne l'ont jamais su? Ah bah écoutez, c'est aux médias de répercuter ces chiffres. C'est nous qui n'avons pas fait notre travail, tous les jours. Et ils ont été diffusés. Bon voilà, tout le monde se renvoie la balle, mais le souci, on l'a vu, il vient des communiqués laconiques des premiers jours qui ne donnaient justement aucune info précise, qui ne faisaient que qualifier la radioactivité sans la quantifier. Pas de données brutes, mais des interprétations forcément subjectives, forcément sujettes à ambiguïté. Et au fond, toujours à cause du même problème de base, se contenter de rassurer quand les gens doivent être informés. Et ça, les médias l'ont relayé à ce moment-là sans poser plus de questions, pas de panique donc. Et les politiques étaient aux abonnés absents. Et voilà comment ça s'est passé en mai 86. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 16 ans plus tard, en 2002, il y a eu une information judiciaire, suite à des plaintes de malades de la thyroïde, qui a donné lieu à des perquisitions dans les ministères et les administrations liées au nucléaire. Et c'est comme ça qu'on a découvert, dans Le Monde du 19 mars 2002, que parmi les documents saisis par l'instruction, il y avait une note interministérielle datée du 16 mai 1986, attestant que des taux de contamination élevés des aliments étaient connus des autorités. Nous avons des chiffres qui ne peuvent pas être diffusés, griffonnait l'auteur de la note, qui ajoutait « lait de brebis, plus de 10 000 becquerels par litre », sachant que la limite recommandée par l'OMS pour la consommation était de 600 becquerels par litre. Alors bien sûr, on peut relativiser en disant que même à ce taux-là, il aurait fallu s'enfiler d'énormes quantités de lait de brebis pour que ça ait un impact dangereux. Très bien, mais c'est pas le problème. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir diffusé la mesure en l'expliquant? Ça aurait pris 1 minute, mais ça aurait donné aux citoyens tous les éléments pour comprendre. Ça aurait été ça, le vrai choix de transparence. Et surtout, ça aurait été faire appel à l'intelligence de la population, plutôt que de l'infantiliser en lui cachant une mesure, tout en communiquant sur la mise en place d'une cellule d'information pour mieux l'informer. D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Mais on a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information. Tout ce qui est aujourd'hui chez les commerçants français, bien évidemment, est plusieurs fois surveillé. Il n'y a aucun danger sanitaire, aucun problème de sécurité en France. Alors déjà, à la base, il sonnait faux, mais quand on sait, pour le lait de brebis par exemple, ça sonne encore plus faux. C'est de tout ça dont on veut parler quand on évoque le nuage qui s'est arrêté à la frontière, de cette information calamiteuse, ces médias à la rue, ces communiqués trop prémâchés, ces choix même de ne pas diffuser certains chiffres, et ces déclarations rassurantes et parfois contradictoires. Le panneau stop ou la salade brandie sur la frontière, oui, ce sont des images fortes qui sont restées dans notre inconscient collectif, elles sont devenues le symbole de tout ça, mais on peut pas se contenter de pointer juste ça pour tout réduire à un mythe, à base de « vous voyez bien, le professeur Pellerin n'a jamais dit que le nuage était arrêté à la frontière ». Parce que c'est pas ça le fond du problème. Qui a dit frontière ou pas dit frontière, on est dans le sophisme de l'homme de paille, là. Le débat, c'est pas tant de savoir s'il y a eu une intention concertée derrière tous ces dysfonctionnements, le problème c'est déjà d'acter qu'ils ont eu lieu, surtout, et même s'ils ne sont dus qu'à de l'incompétence ou à des présupposés erronés sur la réaction de la population, il faut en tirer un retour d'expérience pour éviter de reproduire ça dans d'autres crises futures. Écoutez, du calme dans cette affaire.